et des vendredis à partir des 16 heures juste. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons du droit aujourd'hui et nous recevons aussi un homme du droit. Il s'agit de Maître Justin Okoto, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, étudiant en master de spécialisation en droits humains à l'Université catholique de Louvain. Avec lui, nous allons parler sur plusieurs questions juridiques et puis sur d'autres questions d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Maître Justin, bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Bon, je peux dire que ça va bien. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps exactement. Vous étiez à l'étranger pour les études à l'Université de Louvain. Comment ça a été? Oui, ça a été, tout ça se passe bien. Les études se donnent correctement et grâce à Dieu, on venait de passer certains examens, la session d'été, et comme on a fini, donc je devais venir ici un peu pour visiter un peu la famille. Avant d'entrer dans notre vif du sujet, c'est vrai, c'est dans l'éducation. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire le master ici? Vous avez voulu faire à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a plus achoppé ou gêné? En tout cas, c'est une question un peu complexe. Et personnellement, je voulais bien le faire ici, mais ce programme n'est pas organisé dans notre ici à Kinshasa. Donc, il n'y a pas un master. Moi, j'aime beaucoup plus l'université de Kinshasa. C'est là où j'avais décroché mon diplôme de licence. Mais malheureusement, ce master n'est pas organisé au standard voulu par moi. Donc, j'ai souhaité, comme on est de la même famille juridique avec la Belgique, j'avais beaucoup plus préféré la Belgique qu'ici. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pensez propulser l'éducation de la RDC? Parce qu'on ne peut pas continuer à fuir, aller à l'étranger, on ne peut pas continuer à envoyer nos enfants à l'étranger, nous-mêmes aller poursuivre des hautes études à l'étranger. Cependant que nous avons aussi des universités ici, mais que faire pour relever ce grand défi de l'éducation? Oui, vous avez tout à fait raison qu'on doit, à un certain niveau et surtout pendant cette période, nous devons effectivement commencer à étudier ici. Mais il y a plusieurs contraintes. D'abord, la qualité de la formation et de l'enseignement. Et aussi, il y a aussi une dimension matérielle ou structurelle qui pose problème. Par exemple, sur le plan infrastructure, nous n'avons pas vraiment d'infrastructures de qualité et qui peuvent donner des formations appropriées aux étudiants. Vous pouvez, madame, et peut-être que pour ceux qui sortent les savent aussi, lorsque vous arrivez à l'étranger, lorsque vous accédez dans certaines universités aux standards internationaux, vous allez vous rendre compte que nous sommes encore très loin, très loin. Et ceci, en termes de défis à relever, la responsabilité revient à l'État. Parce que l'État doit être à même de pouvoir assurer l'éducation. Telle est même la préoccupation et même la mission de l'État. Donc l'État est obligé de pouvoir assurer l'éducation et il faut aussi voir les conditions dans lesquelles cette éducation est en train d'être transmise. Regardez par exemple avec l'université de Kinshasa, et j'ai été dernièrement là-bas, il y a même des professeurs qui 300 personnes, mais cette salle-là accueille plus de 1500 personnes. Et donc, tout ceci ne permet pas à ce qu'une bonne éducation soit donnée dans ces conditions. Donc, on doit revoir beaucoup de choses sur ces secteurs-là. Donc, il ne suffit pas seulement, nous avons des ministres, mais ces gens-là, moi je me demande, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils font réellement de leur secteur? Nous avons des conseils des ministres qui sont tenus presque chaque vendredi, mais quels sont les résultats de ces conseils des ministres relativement à ces secteurs? Est-ce que ce n'est pas un problème d'homme ou encore un problème de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Mais c'est ça, si vous avez tapé juste, il y a un problème d'homme. Parce que si nous avons des hommes capables et aussi épris de volonté, de bonne volonté,
Parce qu'on peut aussi avoir des hommes, mais il faut aussi avoir des hommes qui ont la bonne volonté de faire le travail. Qui peut être ministre de l'Éducation nationale ou encore de l'enseignement supérieur universitaire? En tout cas, ce n'est pas une réponse, je ne peux pas donner une réponse magique, mais tout simplement, c'est lui qui peut être ministre de l'Éducation, c'est celui-là qui a d'abord la bonne volonté et qui a la maîtrise de ces secteurs-là. Et aussi qui a la volonté de faire. Parce qu'à l'état actuel, il ne suffit pas seulement de mettre la peinture. Mais madame, regardez, d'où je viens. L'université prend toutes les dispositions nécessaires et on est en train même de donner des ordinateurs aux étudiants gratuitement, tout simplement pour amener les étudiants dans des conditions aisées. Et donc, c'est familiariser avec l'outil informatique. Et parce que c'est ça l'erreur que nous commettons. Par exemple, pour nous qui faisons le droit, nous pensons comme si l'informatique est réservée uniquement et de façon exclusive à ceux qui ont fait l'informatique. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est appelé à se familiariser avec des outils informatiques. Mais vous verrez qu'il y a même des professeurs d'université qui ne savent pas comment manier l'ordinateur. Et toutes ces difficultés-là nous rattrapent quand on est à l'étranger. Parce que dès le bas âge, leurs enfants sont habitués à cela. Mais ici, d'abord, vous avez des enseignants qui ne maîtrisent pas cet outil informatique. Et voilà. C'est dommage. Parlons du droit maintenant. Je vous ai dit dans le sommaire de cette émission que nous recevons pour vous un homme du droit, un avocat du barreau de Kinshasa. Il est d'ailleurs en pleines études. Vous allez finir quand, votre master? Je termine ça l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Et voilà. Maître Justin Okoto, qu'en est-il avec les droits humains ici à Kinshasa, en RDC? En RDC, la situation des droits humains, madame, en RDC, bien entendu, est très complexe et très préoccupante. En effet, plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Vous avez précisément, en ce qui concerne, s'il faudrait le parler de façon particulière, la situation que nous vivons jour au jour à l'est du pays, avec des guerres, avec le groupe armés ici et là, et toutes ces guerres alimentées impactent négativement sur la vie des populations civiles. Et donc, à l'ère d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les droits humains sont respectés. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons amenés à approfondir de la question, à aller faire aussi des études pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter tant soit peu notre petite pierre dans ces domaines-là. Les droits humains n'est pas respecté, les droits humains n'est pas fouillé au sol. Qu'est-ce qui est à la base? Mais qu'est-ce qui est à la base, madame? Et je crois que tout le monde le sait. Il y a d'abord l'inefficacité de gens qui ont la mission de pouvoir gérer le pays. Madame, je peux vous dire que l'État est soumis à des obligations. Vous avez d'une part les obligations positives de l'État et les obligations négatives. Ça veut dire que si je dois un peu remonter ma réflexion, je vais un peu faire référence à certains philosophes des Lumières, et à l'occurrence c'est Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes et j'en passe, qui ont eu à penser sur la nature des structures qu'il faille mettre en place au profit des êtres humains. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, le gouvernement que nous avons doit principalement se préoccuper de l'être humain. Ces gens ont pensé que non, voilà, parce que nous avons des droits naturels, que le Dieu créateur, moi je suis chrétien, je crois à Dieu et ainsi de suite, nous a créés avec des droits. À l'occurrence, le droit à la vie. Vous et moi, nous avons la vie. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a créés avec la vie. C'est un droit naturel. Dieu nous a créés libres. Nous avons la liberté.
Et chaque individu est appelé à avoir des biens. Et donc, nous avons des droits à la propriété. Je peux me limiter d'abord à ces 3 droits naturels attachés à l'être humain. Ces droits-là sont naturels. Pourquoi? Parce que du fait de l'être humain, on en bénéficie directement de Dieu. Et par le fait que Dieu nous a dotés de ce droit, ces penseurs ont réfléchi pour dire non, voilà, si chacun de nous doit commencer à protéger ce droit de sa manière, nous allons tomber dans la situation de guerre inter-individuelle, interpersonnelle. Ça veut dire que moi, j'ai peur que madame la journaliste, qui a le même droit que moi, puisse violer mes droits. C'est ainsi que on a trouvé que ils ont réfléchi, parce qu'on est tombé sur la situation des guerres perpétuelles interindividuelles, et on a pensé à mettre en place une structure institutionnelle qui doit encadrer, qui doit protéger, qui doit sécuriser ce droit naturel que Dieu nous a doté. D'où l'idée du gouvernement. Sous d'autres cieux, on a nommé ça contrat social avec les Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Et j'en passe. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons parler du gouvernement. Donc, chaque gouvernement qui est institué est appelé à se préoccuper de l'être humain, qui doit être au centre de toutes les questions ou de toute l'action gouvernementale. Et donc, aujourd'hui, s'il y a la violation des droits humains, ça veut dire qu'à un certain moment, le gouvernement n'accomplit pas sa mission. J'aimerais d'abord revenir un peu en arrière, commencer à veiller un peu nous définir c'est quoi les droits humains. Parce que c'est très souvent les gens écoutent les droits humains, le droit de l'homme, c'est quoi les droits humains? Les droits humains, madame, il n'y a pas une définition unanime où tous les auteurs s'accordent quant à ça. Mais sinon, à partir de certains indices, nous pouvons dire que les droits humains, c'est l'ensemble de droits qui sont attachés à l'être du fait de son caractère humain. Parce que les droits humains ne se résument pas seulement aux droits tels que la liberté d'expression, ainsi de suite, mais les droits humains, c'est une notion un peu plus globale que ça. Elle est un peu, la notion est un peu transcendantale. Ça globe un peu le tout. Droits humains, droits de l'homme. Droits de l'homme, droits humains, ce sont des notions équivalentes. Donc, des bonnets blancs, voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre le droit de l'homme. Parce que les gens parlaient des droits de l'homme, il y a d'autres qui ont pensé que en parlant des droits de l'homme, on exclut la femme. Et c'est comme ça que la notion a été étendue un peu beaucoup plus à la notion des humains, de l'humanité. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que les droits humains aujourd'hui englobent aussi non seulement l'être humain, mais également, ça concerne même l'écologie. Vous voyez? Et donc, c'est une notion un peu plus vaste. Parce que je vis dernièrement ici en 2024, ici, la Cour européenne des droits de l'homme était saisie par plusieurs requêtes du fait que il y a certaines entreprises multinationales qui commencent à polluer l'air et que ceci affecte à la vie privée et familiale. Et la Cour avait été saisie de cette question-là et un arrêt avait été rendu dans ce sens-là. Donc c'est une notion un peu globale qui inclut non seulement les questions liées à l'être humain, directement du fait de son physique, mais également aussi ça concerne l'environnement dans lequel cet être humain évolue. Maître Justin Okoto, les droits humains est bafoué en RDC, tout le monde en parle. J'aimerais un peu que nous parlons de l'incident qui a eu lieu à Makala dernièrement. À quel état d'esprit avez-vous reçu cette situation? Madame, c'est... Les femmes ont été violées,
les jeunes gens tués, on ne sait pas, plus de 100 morts, en oubliant que la vie humaine est sacrée plutôt. On se posait des questions. Nous sommes dans un État voyou ou nous sommes dans un État qui est gouverné? Madame, moi, en tant qu'humain, craignant Dieu et respectant l'être humain, j'ai perçu cet événement et j'étais tellement choqué. Je peux vous rassurer que ce jour-là, je n'ai même pas mangé. Et je me disais que, est-ce que réellement, nous sommes dans un état? C'est ça ma première réaction. Et je regardais même les réactions de nos politiques, ceux qui sont censés nous gérer, qui donnaient des réponses avec beaucoup d'aphasie, beaucoup de légèreté, s'il faut le dire ainsi, par rapport aux conditions, aux réactions telles que données, alors qu'il s'agissait des vies humaines. Il ne s'agissait pas des animaux. Ce sont des humains qui sont gouvernés. Tenez, madame, ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on est exclu de la société. Même si on est prisonnier, même si on est détenu, on bénéficie de tout le droit garanti par les instruments tant nationaux qu'internationaux. Et vous allez vous rendre compte que... Même si on est criminel. Même si on est criminel. Qui tue les autres. Madame la journaliste, excusez-moi, je parle ici des détenus. Ouais. Parce que vous savez, la fonction pénale, c'est quoi? Quand on inflige la sanction pénale, la finalité d'une sanction pénale n'est pas d'exclure la personne dans la société. Et je veux d'ailleurs aller un peu plus loin. La plupart des gens qui sont à Makala la majorité sont des gens qui ne sont pas en réalité de vrais coupables. Donc, ce n'est pas le fait qu'on est à Makala qu'on perd tout le droit. Donc, l'État congolais a l'obligation de protéger, même si on est prisonnier. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez, je pense, que notre prison de Makala est appelée CPRK, Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Ça veut dire que quand on envoie quelqu'un en prison, quand on inflige une sanction pénale, cette personne-là doit être rééduquée avec comme finalité de les réintégrer dans la société. C'est ça la finalité. Mais vous allez vous rendre compte que des fois, les gens qu'on envoie à Makala sortent dans une situation pire et très dangereuse. Je me souviens encore, il y a un garçon qui a été arrêté. En ce moment-là, j'avais un frère qui était aussi arrêté à la prison. Et je rencontrais un ami avocat avec un garçon qui était muet. Oui. Il commençait à parler, à chahuter par-ci, par-là. Par après, lorsqu'on se revu quelque part avec mon ami, il m'a dit, ce garçon était en bon état. En arrivant à la prison, il est devenu muet. Effectivement. C'est parce que dans trop de traumatismes. Voilà. Il vit dans un endroit, je vous dis, inhumain. Voilà. Il mange très mal. Vous voyez, apparemment, on s'est dit, où en sommes-nous? Madame, nous sommes dans une situation de non-État. L'État, notre pays n'est pas gouverné. Ça, il faudrait vraiment qu'on ne se voile pas de face. Nous devons arriver à dire la vérité. Parce que c'est partant de cette vérité-là que nous pouvons, que tant soit peu, évoluer. Le pays n'est pas gouverné. C'est vrai, quand on dit ça comme ça, on est ciblé, on doit vous chercher, on doit vous tuer, mais bon, on a la vie. Tout ce qui nous attend, c'est la mort. Par rapport toujours à cette question, est-ce que parmi les sanctions infligées à un détenu, c'est aussi toucher les excréments par les mains, nettoyer les installations hygiéniques par ses mains, ses propres mains? Madame, vous avez la loi pénale, le code pénal congolais, dans son livre premier. Si ma mémoire ne me trahit pas, ça doit être l'article 4, qui fixe de façon exhaustive les peines à infliger à une personne condamnée. Et parmi les peines,
il n'existe pas ce que vous venez de dire. Et donc, c'est un peu de trop. Parce que déjà, moi, vous me sanctionnez à une peine de servitude pénale, vous m'envoyez en prison, et vous commencez à me donner encore d'autres responsabilités qui ne correspondent pas avec la peine infligée. Et tout ça, ce sont des traitements dégradants et inhumains que la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée le 20 janvier 2011, interdit. C'est comme ça que je vous dis, madame, tout le jour qui passe, et à chaque minute, notre pays viole le droit humain. Notre pays viole le droit humain. Comment est-ce qu'un prisonnier peut être traité? Mais avec dignité, madame. C'était un être humain, après tout, même si on est prisonnier. C'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas le fait qu'on est prisonnier qu'on perd son droit. Oui, on peut perdre le droit à la liberté de circulation, mais tous les autres droits sont garantis. Et d'ailleurs, j'ai discuté à Bruxelles avec Madame Isabelle Hachez, qui est actuellement rectrice de l'université. Et je m'entretenais avec elle sur un sujet, un thème que je lui avais proposé sur le droit des détenus en Belgique. Et je voulais un peu transposer cette question ici en RDC en faisant cette étude comparée dans les différents prisons de ces deux pays. Pourquoi? Parce que madame la journaliste, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que ce n'est pas parce que on est prisonnier, on est prisonnier qu'on perd le droit. Et d'ailleurs, je voulais même lier cette question avec le droit même au vote. Pourquoi les élections ne sont-ils pas organisées dans des prisons? Moi, je peux accepter, à moins que si dans la décision de condamnation, on est privé de ses droits civils et politiques, en ce moment-là, on peut accepter que tous ceux-là qui sont privés des droits civils et politiques ne puissent pas voter. Donc, un prisonnier peut aussi postuler. Tout en étant en prison, il peut postuler. Madame, dès lors que la loi n'interdit pas, moi je ne vois pas pourquoi on l'interdirait. Alors quand est-ce qu'il perd son casier judiciaire? Oui, quand on perd... Les casiers judiciaires ne signifient pas la perte de droits civils et politiques. Okay. Parce qu'il faut faire les distinguos. Lorsque, par exemple, vous êtes condamné, votre casier judiciaire est attendu, comment dirais-je, est dévergé, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, si dans ces postes-là que vous voulez postuler, la loi interdit aux condamnés, vous ne pouvez pas. Parce que là, clairement, la loi le dit. Mais est-ce que, parce qu'on est en prison, on est condamné, on perd l'exercice de ce droit civil et politique, notamment le droit de vote? Non. À moins que si, par exemple, la décision de condamnation vous déchoit de ces droits-là. C'est là où on peut accepter que non, voilà, effectivement, par le fait qu'il y a une décision qui prononce une peine subsidiaire, vous ne pouvez pas voter. Mais dans la majorité des cas, dans la prison de Makala, il n'y a pas que seulement des condamnés. Il y a des gens dont leurs sons ne sont pas connus. Ils sont là-bas, arrêtés. Et il y a des gens qui ont fait plus de 6 ans, 3 ans, sans qu'ils ne sachent. C'est pourquoi ils sont arrêtés. Il y a des gens qui sont arrêtés par des faits bénins. Mais effectivement. Et c'est comme ça que nous disons, madame, et d'ailleurs, en droit judiciaire pénal, le principe de la détention, la détention est une mesure exceptionnelle. Le principe, c'est la liberté. C'est-à-dire, vous pouvez commettre des faits infractionnels, même si ils sont avérés, on n'est pas obligé de pouvoir vous conduire directement en détention. L'on ne peut vous détenir que sous condition. Par exemple, si votre crainte et votre fuite est à craindre,
ou si vous avez des identités douteuses, ou s'il y a les indices sérieux de culpabilité. Et là aussi, il y a un problème sérieux. C'est comme ça qu'il faut réformer, à l'heure d'aujourd'hui, il faut réformer nos règles de jeu. Parce que la plupart des magistrats s'accrochent sur ces motifs-là des indices sérieux de culpabilité. Et quand on dit, alors, c'est quoi l'indice sérieux de culpabilité? Parce que le magistrat du parquet qui détient une personne, lui ne juge pas. Lui, il est l'organe qui est chargé de pouvoir rassembler les éléments censés être présentés devant le juge qui doit dire le droit, qui doit dire si la personne est coupable ou non. Et à cette phase-là, dès lors que on peut se présenter, vous pouvez mener normalement votre enquête, je ne vois pas pourquoi vous allez détenir les gens. Il y a même ceux qui sont détenus pour des dettes, alors que la Constitution dit qu'il n'y a pas de prison pour des dettes. Quelqu'un est arrêté pour certains faits, on le torture pour qu'il dise la vérité. Il subit des tortures. Madame, c'est une pratique contre la légale. Et la torture, c'est... Je peux dire, la torture, c'est parmi les mécanismes le plus interdit, tant sur le plan international qu'interne. Et ça devient une monnaie courante ici chez nous. Surtout c'est une pratique dans les géoles usuelle de l'ANR, des voilà. Certaines personnes, selon certaines sources, non, les gens sont torturés lorsqu'ils sont arrêtés là-bas. Mais c'est comme ça que nous disons, madame. Si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui interdit la torture, vous avez le pacte international sur le droit civil et politique, vous avez la Constitution du 18 février de 2006, vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple qui interdisent la torture. La torture est plus réprimée que même la peine de mort. Mais c'est ce qui se passe chez nous. Et je suis entré, j'avais suivi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui disait autrefois que voilà, une fois au pouvoir, moi je vais fermer toutes ces prisons-là, l'ANR. Mais c'est d'actualité. Il y a même, ce sont des organes spécialisés. Et ce n'est pas n'importe qui doit être là. Et l'ANR est entré, même la DEMIAP interprète les gens, même pour des conflits parcellaires. Ça ne relève pas de leur mission. Et il y a des dérives. Et nous, on ne pensait pas qu'on on allait arriver jusque-là. On est descendu trop bas. Et ce qui est déplorable, malheureusement. Est-ce que nous avons des maisons carcérales de qualité, dignes? Dire que nous avons des maisons carcérales de qualité, moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que, d'abord, la pratique, nous le vivons tous. Même ce qui se passe à Makala, moi je suis avocat de profession, je le pratique. Je vois même dans quel état nous tenons même des audiences. Nous avons plusieurs maisons carcérales. Nous avons Makala, nous avons Angenga, nous avons Ekafela, nous avons Luzumu. Mais je ne sais pas, est-ce que ces prisons d'ailleurs, les infrastructures, sont encore dignes? Madame, d'abord, en termes de qualité, ou de capacité même d'accueil. Le ministre, l'actuel ministre Costa Montamba, qui est convalescent actuellement, à qui nous disons coup de chapeau pour ses sursauts patriotiques, je peux dire que il lui fait quand même le mieux, tant soit peu. Nous croyons que si tout le monde était comme lui, peut-être que les lignes pourraient bouger. Mais madame, regardez ce que nous vivons. Il n'y a rien de qualité. Sur le plan d'infrastructure, vous pouvez aller à Makala regarder dans quelles conditions les détenus dorment ou vivent. L'un sur l'autre. Vous allez dire, mais on est où là? Est-ce qu'on est dans une situation
des non-États ou comment? Est-ce qu'on est géré ou pas? Et donc, les réponses à ces questions-là ça saute aux yeux. Parce que nous les vivons jour au jour. Nous les vivons jour au jour. Et c'est ce qui est déplorable. L'État doit fonctionner. Nous sommes dans une situation de non-État. Tout est paralysé. Et on doit faire les choses correctement. J'aimerais, avant d'entamer la situation du jeune Coste, parce que ça aura les mêmes questions, les sous-questions avec celle que je vais poser tout à l'heure. Oui. Il y avait eu un incident Makala, nous venons d'en parler. Les gens qui étaient morts, leurs familles seront-elles indemnisées? Madame, d'ailleurs, la question d'indemnisation ne suffit pas seulement. Moi, à mon humble avis, on doit initier une action contre la République démocratique du Congo. Une action internationale. Contre la République démocratique du Congo. Non, pas seulement internationale. Attendez, comment vous qualifiez ça? C'est un carnage, c'est un génocide, un massacre? C'est un massacre. C'est un massacre. Parce que vous savez d'abord, madame, moi, tout ce qui se passe, c'est comme je vous ai dit, que l'État est obligé à ne pas mettre fin à la vie humaine. Il a des obligations positives. Il doit garantir la vie. Il est obligé de garantir la vie. Alors, qui dit garantir la vie? Garantir la vie, c'est-à-dire protéger la personne à n'importe quelle situation, à n'importe quel état, à n'importe quel endroit où il se retrouve. Mais aujourd'hui, vous avez vu, les vidéos sont virales dans les réseaux sociaux, comment on était en train de tirer sur la population. On ne peut pas avoir le pouvoir pour tuer la population. Et vous allez gouverner quoi? Pourquoi vous avez le pouvoir? C'est pour faire quoi de ce pouvoir? Et tout ça, c'est la population civile qui est victime de toutes ces atrocités. C'est pourquoi moi je dis qu'en réalité, dans un état sérieux, on devait interpeller le gouvernement. On devait initier une action judiciaire contre le gouvernement congolais. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens puissent mourir dans ces conditions-là. On ne peut pas accepter que les gens puissent perdre leur vie de cette manière-là. De quelle indemnisation vous parlez? Qui serait comparable à la vie humaine? Ça ne s'explique pas. Moi, ce qui est déplorable, c'est que quand on parle de ces questions-là, on a tendance à personnaliser. Non. Moi, je ne vise pas la personne de Félix Tshisekedi, par exemple. C'est quelqu'un que nous aimons, c'est un digne fils de ce pays. Et si nous le citons, c'est parce qu'il est le premier parmi nous. Et tenez, madame, quand vous regardez l'article 5 de la Constitution, qui parle de la souveraineté qui appartient au peuple, et tous ceux-là qui gèrent le pays, ils ne le gèrent pas à délégation du peuple. Et donc, ils ont l'obligation de bien protéger la vie humaine. Et on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Donc, il faudrait vraiment des actions qui doivent être initiées contre le gouvernement pour que le gouvernement réponde de ses obligations de sécurisation de la population. Entre autres. Vous étiez au courant de la célébration du général Costa Kisangani? Oui, j'étais informé. Comment vous avez trouvé ça? Bon, c'est toujours un sentiment de désolation. J'ai vu même le ministre Costa Mutaba qui a versé des larmes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment impensable. On ne peut pas accepter. C'est toujours, tout tourne autour des questions de la vie humaine, qui est, du reste, vous l'avez relevé, sacrée. Mais est-ce que nous pouvons dire que cette vie humaine est sacrée par rapport à ce que nous vivons dans la pratique? Non. C'est pourquoi, madame, l'État congolais doit travailler. Au lieu de s'apprendre aux gens qui dénoncent. Quand nous le faisons ici, nous donnons des éléments pour que les gens qui ont le pouvoir puissent travailler. Ça ne sert à rien d'éliminer. Même moi, si vous m'éliminez aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres Okoto qui viendront pour parler de la même chose.
Non, l'essentiel, ce n'est pas d'éliminer la personne. L'essentiel, c'est de... Leurs jambes ont été amputées, le bras, les parties des membres inférieurs, supérieurs amputées, ils ont perdu des familles. Je me demande tous par rapport à cette question d'indemnisation. Ouganda devait indemniser notre pays. Est-ce que ces derniers vont-ils aussi se retrouver sur cette question? Ce n'est pas ouvrir un autre Shida, donner un autre Shida. Aux détourneurs. Madame, c'est ça le problème que nous avons. C'est tout ce que nous avons ici. La République fonctionne sur base de COP. C'est-à-dire, on va vous parler de l'indemnisation des victimes, telles que nous avons tous vu. On va initier des actions contre la République de l'Ouganda, qui du reste, par la suite, il va peut-être payer le frais qui doit être canalisé et orienté vers les victimes. Mais vous verrez que même cet argent-là sera déclaré et sera détourné. Donc, ça devient une vie quotidienne. Et donc, nous, on est obligés, madame, de pouvoir révolutionner les choses. On doit dire non à ces prédateurs. Donc, il faut vraiment, je peux dire, il faut vraiment, je peux aller un peu plus loin, il faut une révolution à un certain moment. Une révolution, il faut des marches pacifiques pour dénoncer ces dérives sur le plan de fonctionnement de notre pays. Donc l'État doit indemniser et doit intensifier des actions contre les auteurs de ces actes-là et réparer ou orienter des actions de réparation à l'égard de la population qui est victime. C'est aussi une manière de gérer le pays. Gérer le pays ne signifie pas seulement acheter des prados, marcher en sens contraire avec des cortèges. Ça ne suffit pas. Ça ne sert à rien lorsque la population croupit dans la misère et que vous vous retrouvez. Ça ne sert à rien. L'État, le gouvernement doit être fier lorsqu'on voit la population se retrouver. Parlons un peu de la peine de mort. C'est-il important que nous puissions adopter cette question de peine de mort? Je peux dire, madame, que la peine de mort existe depuis très longtemps dans notre pays. Et même les lois de la République, notamment le code pénal, le reprend jusqu'à la preuve du contraire comme une peine à infliger. Mais qu'en est-il de son impact ou de son importance? C'est ma question fondamentale. Parce que vous savez, madame, les faits sociaux, le droit évolue avec l'évolution de la société. Le droit s'applique dans la société. Et les lois doivent être prises de façon objective. Est-ce que la peine de mort résout le problème? Mais moi, ça entraîne quand même, ça donne quand même, ça fait peur aussi, peut-être à un coup. Dites-moi un peu, dernièrement, l'été dernier, avec l'opération du Kofi, qu'avait organisé, mené sur terrain le général Kanyama, le Koulouna qui tue des gens sans remords, un Koulouna qui tue une femme qui est enceinte. Dites-moi un peu. Et ce Koulouna, on doit lui laisser en vie. Lorsqu'il verra que son ami a été tué, ça donne quand même la peur, il va cesser. Madame, je pense que... Par les pépérés, par les pépérés. Mais ça, c'est la loi des talions. Ben oui. Et ça n'existe pas dans un pays démocratique. Parce que vous voulez que nous soyons un pays démocratique. Madame la présidente, madame la journaliste, excusez-moi. Madame la journaliste. La peine de mort. Vous avez parlé de Koulouna. Le Koulouna, pourquoi nous avons le Koulouna? Vous oubliez les facteurs qui conduisent à ces actes-là. Nous avons le Koulouna, pourquoi? Parce que ces gens-là, que nous qualifions de Koulouna, n'ont pas de travail. Donnez du travail à ces gens-là. Pourquoi ils tuent les femmes que vous citez? Koulouna est criminel. J'ai connu certains criminels qu'on avait publiés qui sortent de bonnes familles. Madame, nous parlons de quoi? Je ne sais pas. De bonnes familles. De quoi il s'agit? Quand vous parlez de bonnes familles. Familles aisées.
Non, 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 non. Mais ici, vous pouvez. Moi, je parle. Je ne vois pas. Je ne fais pas de l'induction. Je ne parle pas d'un cas particulier pour le généraliser. Mais je parle. Je vois la vie nationale de façon globale. Ici, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous savez, à l'époque, avant Matata Pogno, permettez-moi que je le cite ainsi, je parle du gouvernement Matata par exemple, avant, lorsqu'il n'y avait pas de Transco, les gens faisaient des bousculades pour accéder dans les transports. Quand on avait amené le bus, lorsqu'on avait dit que non, voilà, on doit faire la queue pour entrer dans les bus, parce que les gens ont su que non, après chaque 5 minutes, moi j'aurai mon bus. Est-ce que vous avez vu les gens se bousculer? Non. C'était fini de soi. On n'avait pas besoin de tuer les gens. On n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Donnez du travail à ces jeunes que vous appelez Koulouna. Vous verrez ces phénomènes disparaître de soi. Alors, le système qu'on a instauré, on arrête les Koulouna, on les envoie à Kanemakasi, c'est faire le service national, sans être jugé, c'est normal. Oui, bon, je peux dire que... C'est une violation du droit. Non, en principe, madame, vous savez... Il tue quelqu'un, on l'envoie à Makala, on l'arrête et puis on l'envoie à Kanemara cesser travailler sans être jugé. En tout cas, très sincèrement, il y a des mécanismes que le gouvernement peut prendre, mais ces mécanismes, dès lors que ces mécanismes répondent à l'intérêt national, de mon point de vue. Là, je donne un point de vue pas technique comme légaliste ou comme avocat ou juriste. Parce que si, s'il faudrait que je rentre dans ma peau en tant qu'avocat, lorsque une personne, de par son comportement, heurte la loi pénale, il doit être déféré devant son juge naturel, qui doit sanctionner ou qui doit juger, dire si il mérite la condamnation ou pas. Parce que, madame, vous savez, il y a ce qu'on appelle le cause de justification ou le code de non-imputabilité. Quand bien même il y a des actes pénaux, des actes de violation de la loi pénale qui sont posés, mais dès lors que cette personne, par exemple, c'est un dément, c'est quelqu'un qui... Il y a des causes qui le justifient. Des fois, la loi pénale peut être inapplicable dans ce contexte-là. Mais dès lors qu'on a pris cette initiative de prendre le Koulouna, les gens que vous appelez des Koulouna, pour aller les former et les ramener pour les réintégrer dans la société, moi je pense que ça peut aussi, de mon point de vue, être une sanction qui est aussi salutaire pour la société. Et c'est ce que je vous ai dit, que la fonction pénale n'est pas seulement de condamner et enfermer une personne, mais la fonction pénale, la finalité de la sanction pénale, c'est la réinsertion d'une personne dans la société. La finalité de la sanction pénale, c'est de réintégrer quelqu'un dans la société ou encore de le ramener dans l'ordre. Mais nous voyons les actes que posent nos policiers. Vous arrêtez quelqu'un, vous le menacez, directement vous l'extorquez de l'argent, sans pour autant apprendre à une personne sa faute. Oui, mais madame, tout tourne déjà dans ce noyau dur qui est le gouvernement que nous avons. Nous avons l'impunité dans tous les sens. D'abord, vous savez que le policier que nous voyons là, qui sont le... En venant sur l'arrêt Mounongo, j'ai vu un policier là ivre qui marchait côte à côte. Voilà. Et celui-là, on doit lui donner des tenues, des fois en tenue policier, et vous le voyez en train de fonctionner. Ça veut dire que dans tous les sens, nous sommes, comme je vous ai dit, que l'État ne fonctionne pas normalement. Parce qu'en fait, en réalité, la police, c'est elle qui est plus proche de la population. Et celle-ci doit être formée. Parce que, surtout la police judiciaire, elle est les yeux et les pieds du parquet. Nous n'avons pas, je peux vous compter au bout des doigts à Kinshasa, là où se situent les parquets, mais nous avons des sous-siats un peu partout.
Vous pouvez entrer dans un bureau de la police, le commandant lui-même n'a même pas le code pénal. Parce que la mission de la police, c'est quoi? C'est de rechercher les infractions. Et les auteurs, les auditionner, et à l'extrême, le déférer devant l'autorité compétente, qui est le parquet. Parce qu'ils dépendent directement, pour la police judiciaire, du parquet. Mais d'abord, ces gens-là ne connaissent pas. Ils les qualifient à leur manière. Il suffit seulement, il y a même des gens, non, commandant, tel a mon argent. Directement, on décerne des mandats. Des fois, il n'y a même pas des actes de procédure qui sont lancés pour aller arrêter les gens. Vous savez que pour arrêter quelqu'un, vous devez l'informer de motif de son arrestation. Et cette pratique devient usuelle, même chez les magistrats. Vous venez vous arrêter quelqu'un, vous ne lui dites pas pourquoi vous l'arrêtez. Pourquoi vous restreignez à sa liberté? Vous devez lui expliquer que nous, voilà, nous vous arrêtons pour tel motif, tel motif, tel motif. Et vous n'êtes même pas appelé à l'arrêter. Envoyez des mandats de comparution. Il va se présenter parce que votre mission, c'est de faire éclater la vérité. Vous voulez avoir des éléments qui peuvent vous conduire, vous magistrats, à envoyer la personne devant le juge pour que celle-ci puisse, pour que cette personne puisse être fixée de son sort, soit qu'il est condamné ou acquitté. Mais déjà ici, à ce stade, même si on est sous l'effet de l'accusation, on est bénéficiaire de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Je suis présumé infracteur, mais je ne suis pas auteur de cet acte-là. C'est seulement lorsqu'il y aura une décision définitive que je serai considéré comme voleur, comme tel, et ceci. Mais dès lors que même s'il y a des actes de procédure, traitement avec dignité, traitement avec humanité, et vous ne perdez rien. C'est comme ça qu'il faut des réformes dans tous les sens et à tous les niveaux. Ces gens-là doivent être formés, doivent être recyclés pour qu'ils sachent qu'il ne leur a pas donné le droit de restreindre aux libertés et aux droits fondamentaux des êtres humains. Alors, s'il faudrait que je revienne, je ne sais pas si vous le permettez, à la question de la peine de mort, oui. Parce que j'ai vu, c'est une théâtralisation. Et c'est même une honte sur le plan international. Quand on a fait, oh non, la ministre de la Justice, à l'époque, je ne cite pas son nom, a levé les moratoires. Mais vous oubliez que vous avez signé les protocoles additionnels au pacte international sur le droit civil et politique qui abolit la peine de mort. Et c'est comme ça qu'on n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que on est prêt à signer des choses sans toutefois qu'on comprenne les contenus. Et c'est très dangereux d'être géré par un gouvernement ou par des personnes pareilles. Maître Justin Okoto, parlons un peu sur, nous tendons vers la fin de l'émission, mais parlons un peu sur la justice populaire aujourd'hui. D'ailleurs, au quartier Sebo, un Koulouna, en fait, c'est un voleur qualifié du quartier. Un voleur qualifié, cette fois-là, il est allé voler dans une parcelle. La maman, c'est une veuve qui reste avec sa grande fille et puis sa petite fille. Lorsqu'ils ont crié « Moyibié », le voleur sortait avec des effets. Les jeunes gens du quartier se sont empris sur la personne. On a mis du feu sur lui. Oui, mais madame, ça renforce toujours le thème principal de l'absence de l'État. Parce que dans un pays normal, l'État fonctionne sur la base des structures établies. Et ceci, en ce qui concerne la justice populaire, c'est parce que nous voyons, la population commence déjà à prendre les choses à main. Pourquoi? Parce que on voit les Koulouna, on voit les gens qui violent, qui volent, qui font quoi que ce soit, mais qui sont, parce qu'ils sont
ils ont des accointances avec le policier, les généraux, ainsi de suite. Même quand on avait les cas, le dossier des gens qui vendaient des organes des êtres humains. Oui, oui. Vous avez suivi, on a eu même à dénoncer un certain nombre d'autorités policières qui étaient aussi dans les circuits. C'est inhumain. Et donc, moi, en tant que juriste, je ne peux pas accepter à l'heure d'aujourd'hui que la justice populaire puisse fonctionner tant que nous avons un cadre approprié qui est les institutions judiciaires chargées de pouvoir corriger s'il y a eu violation ou trouble de l'ordre public, de ramener cet ordre public. Et donc, pour moi, la justice populaire n'est pas quelque chose de bon. Mais attendez, par rapport à cette question, vous criez sur le voleur Moïbi et les jeunes gens sortent la nuit, s'en prennent sur le monsieur, on le consume par le feu et la police le matin arrête la famille qui avait crié sur le voleur. Non, crier, pour moi... C'est la légitime défense. Bon, de toute façon, crier Moïbi, c'est effectivement, ça peut aussi s'expliquer de cette manière-là, encore que la légitime défense prend en compte plusieurs éléments, parce qu'il faut aussi tenir compte de la proportionnalité. La légitime défense s'explique lorsque, par exemple, vous êtes menacé et que vous ripostiez. C'est aussi une menace, non? Vous ripostiez à cette attaque-là, mais le moyen de riposte. Oui, le moyen de riposte doivent être proportionnels. Je dois peut-être crier. Oui, crier. Vous avez le droit de crier pour avoir la vie sauve, pour être secouru. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et on ne peut pas venir s'apprendre à celui qui a crié Moïbi. C'est vrai qu'à ce stade ici, c'est encore un peu discutable, comme je viens de vous dire que non, voilà. Même à ce niveau, on est présumé innocent. C'est un peu compliqué. Mais c'est ça la loi, c'est ça la procédure. Donc, on est Moïbi, on est voleur, que lorsque le juge décide clairement, par une décision irrévocable, que vous êtes condamné ou tel autre fait. Mais à ce stade ici, moi, je pense que on ne pouvait pas arrêter à la personne, d'ailleurs, qui est victime de cet acte de vol. Moi, je suis victime et j'ai vu être menacé. Et pour me mettre en état de nuit, je devais réagir, je devais crier et demander le secours des gens. Mais le fait de demander secours ne signifie pas que j'ai demandé aux gens de pouvoir mettre fin à la vie. Donc, ici, il s'agit d'une situation de responsabilité qui doit être établie selon les gradations. On doit identifier qui a fait quoi pour répondre à tel ou tel autre acte. Pour moi, si je peux répondre à votre préoccupation, la dame qui a crié est fondée à crier pour être secourue. Et ceux qui ont mis le feu sur la personne doivent être interpellés pour cet acte-là. Ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont fui. Et maintenant, c'est la dame en question qui est arrêtée, qui est aux arrêts. Et on demande des montées exorbitantes pour qu'il soit relaxé. Non, mais en tout cas, ça c'est pour moi, si et seulement si, le fait se présente de cette manière telle que vous le décrivez, alors en ce moment-là, l'arrestation là est arbitraire et la détention est illégale. Et de toute manière, si la dame a des conseils, avocats, ils peuvent aussi diligenter des actions contre l'État congolais. Parce que la police, souvenez-vous, la police qui a arrêté la dame c'est un agent de l'État. Donc, il agit au nom et pour le compte de l'État. Et lorsqu'il y a de réparations qu'il faut postuler, voilà, raison de plus. Et donc, si la dame se sent préjudiciée, victimisée de ces faits-là, tous les mécanismes sont mis en place pour être remis dans ce droit. Donc, elle n'a pas aussi à dédommager la famille du voleur? Non, en tout cas, madame, à ma connaissance, si les faits se présentent tels que vous le présentez, oui. En tout cas, elle n'a rien à voir au dédommagement. Le dédommagement, c'est quoi? C'est une conséquence des faits
que l'on a posées, si seulement si il est prouvé que la dame a participé, par exemple, à la tuerie de cette personne, en ce moment-là, il paye. Mais ce n'est pas au niveau de la police, encore moins au parquet qu'on doit demander les réparations civiles. C'est devant le juge. C'est le juge qui doit assortir cela après des critères, après le plaidoirie, qui doit décider du montant qu'il faut allouer à la famille victime. Et seulement si il est prouvé qu'il a aussi participé à cette mort-là. Et voilà, j'aimerais un peu que nous chutions sur la situation sociale et économique dans quelques minutes. Comment vous trouvez la situation sociale et économique de la RDC, Madame, Madame, le social de notre pays est par terre. Et c'est très déplorable. C'est le droit des droits humains aussi. Oui, mais je vous ai dit que les droits humains, c'est un fourre-tout. La Constitution, tout comme les instruments, d'autres instruments internationaux, garantissent à une personne de vivre dans des conditions socio-économico-culturelles aisées. Mais si on parle de volet social, qu'est-ce que nous pouvons parler du social? Vous avez quoi dans notre pays? Vous avez du travail à donner aux gens? Vous avez des routes? Vous avez de l'eau? Vous avez de l'électricité? Vous avez des moyens de transport? Madame, vous savez qu'ici au Congo, il y a même certains sujets de prière que nous faisons que les autres ne les font pas. Nous prions pour avoir du courant. Nous prions pour avoir de l'eau. Alors que nous avons le fleuve Congo à quelques mètres ici. Mais le fleuve Congo ici donne de l'eau jusqu'à... L'Égypte n'a pas de l'eau. Hein. Mais moi je me demande, j'étais en Égypte, à Alexandrie, dans la ville d'Alexandrie. Mais je n'ai pas vu un seul instant où on a manqué de l'eau. Peut-être on peut vous couper pour des raisons d'entretien. Et on vous annonce à l'avance. Mais ici, c'est rien du tout. À tout moment, ne fait que pour avoir de l'eau pour se laver. On construit de n'importe quelle manière. Il n'y a pas... Nous avons des ministres dans tous les secteurs. Qu'est-ce que ces ministres-là font de leur secteur? On ne peut pas parler. Quand on parle, on doit tuer. Non, mais nous devons parler. Parce que c'est vraiment inhumain de vivre dans ces conditions-là. La ville de Kinshasa, impraticable. Partout, il n'y a pas de route. Les quelques routes que nous disposons sont dans un état de délabrement. Très avancé. Partout là, des travaux qui ne se terminent pas. Alors, pourquoi on doit être fier de quoi? Pourquoi on doit flatter le président de la République? Pourquoi on doit dire des choses dès lors que ces choses n'avancent pas? Non, ça ne sert à rien de le faire. Encore que lui ne peut pas être dupé. Il voit un peu ce qui se passe ailleurs. Et il doit être un homme de terrain. Il doit voir un peu comment ça fonctionne. Maître Justin, veuillez regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je suis très inquiet de la situation actuelle de le droit humain. Les droits humains, ce sont des droits qui concernent tout le monde. Ce sont des droits qui concernent et le gouvernant et les gouvernés. Et en réalité, nous sommes tous des vulnérables, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez avoir des villas, vous pouvez avoir des véhicules, mais quand on est dans les embouteillages, nous souffrons tous. Chers membres du gouvernement, nous vous demandons d'avoir un peu de souci de vos gouvernés. Nous avons besoin que les choses aillent de l'avant. On ne s'apprend pas à vous. Mais tout ce que nous voulons, c'est que notre pays puisse aller un peu de l'avant. Que la population qui vous a mandaté, qui vous a donné, au nom de qui vous prétendez agir, puisse se retrouver tant soit peu. Et ce sera quelque chose de bien. Tout est à refaire sur tous les secteurs de la vie nationale.
On ne peut pas tromper le chef de l'État ou les membres du gouvernement en criant l'idée à l'idée alors que les choses n'avancent pas. Nous devons nous regarder en face, définir les objectifs et évoluer correctement. Je vous remercie, madame, pour votre invitation dans votre plateau. Merci. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et ça me fera du bien si vous me donnez encore cette occasion de m'adresser. C'était pour nous aussi un honneur de vous recevoir sur ce plateau en parlant des droits humains. Merci beaucoup. Et voilà, une émission consacrée aux droits humains, aux droits de l'homme, mesdames et messieurs. Nous avions reçu pour vous Maître Justin Okoto, que j'appelle toujours une intelligence de mon pays, avocat au barreau de Kinshasa. Il était sur nos plateaux, il a répondu à nos questions. Et merci à Enoch Kumbala, merci à Light Moutonge. Suivez cette émission en rediffusion à 23h30 et sur notre page YouTube. Restez branchés sur le programme de Kinactu Télévision. Que Dieu protège la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.